Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation sur les bases de la photo numérique. Excusez. Au fond, ma mission est d'enseigner aux débutants ou aux initiés en matière de photo la façon de prendre les meilleurs clichés possibles à l'aide d'un appareil de moyenne gamme. Pourquoi moyenne gamme? Ben c'est simple, parce que d'habitude les photographes débutants ne possèdent pas d'appareil haut de gamme et ce de façon logique. Et de toute façon, ma vidéo a justement démontré que les appareils de moyenne gamme peuvent donner de tout aussi bons résultats de photos que leurs congénères à plus haut niveau, en utilisant la mode technique bien sûr. Et ce même dans des conditions qui généralement pourraient frustrer un photographe. Alors sans plus tarder, voici le brève liste des thèmes que j'aborderai durant cette vidéo. Je diviserai le tout en 3 parties principales. D'abord, les premiers pas dans le domaine avec différents types d'appareils photo, la résolution et les mégapixels. Ensuite viendra le vif du sujet avec tout sur l'exposition, quelques fonctionnalités et la composition d'une image. La troisième partie, elle, comportera des exemples de situations concrètes en photographie. Alors pour cette première partie, commençons tout d'abord avec les différents types d'appareils offerts sur le marché. Oh et un petit point avant. Si jamais vous envisagiez de vous lancer dans la photographie en utilisant la merveilleuse caméra de votre téléphone cellulaire, eh bien je vous conseillerais tout de suite de vous exiler dans un autre pays parce que voulez-vous, c'est mauvais. Donc ensuite, le premier vrai niveau sont les modèles d'entrée de gamme, aussi appelés point and shoot. Bon, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que ce sont des appareils simples, un peu trop même, avec des réglages beaucoup trop limités, avec des résultats de photos souvent décevants. Honnêtement, là, à moins que vous soyez absolument obligé, essayez d'éviter ce modèle-là. Je sais pas si ça paraît assez que je les aime pas. Entrons sans plus attendre dans la principale catégorie dans le monde de la moyenne gamme, les appareils compacts. Les plus récents d'entre eux offrent généralement des possibilités de réglage standard et faciles à utiliser, avec lesquels il est possible de faire d'excellentes photos. Quoique le petit bémol avec eux est que leurs réglages sont souvent préprogrammés et que leur modification manuelle est souvent impossible, ce qui peut donner de mauvais résultats et devenir frustrant. Bref, ils sont pas parfaits, mais c'est vraiment le type d'appareil que je recommande pour débuter en photo. Enfin, pour encore monter d'un cran, il y a la catégorie des bridge, ces appareils de meilleure qualité, mais évidemment plus chers, qui marquent la fin de la moyenne gamme et qui servent justement de pont vers la haute gamme. Bon, en fait, j'en parle parce que c'est vrai que de plus en plus de gens les possèdent et en utilisent, c'est bien, parce qu'en cas réglage, ces appareils-là sont très évolués et présentent bien plus de fonctionnalités que les catégories inférieures. Idéal pour les photographes en herbe. Enfin bref, pour conclure ce point, un bon étui pour la protection de l'appareil et un trépied pour plus de stabilité sont des points évidents, mais importants à considérer. Bon, et là, pour l'achat, c'est personnel à chacun, alors prenez bien soin de choisir un appareil qui vous conviendra et qui répondra à vos besoins. Parce que, en effet, chaque personne a des besoins et des goûts différents. Et maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à aborder un détail important à régler avant tout, celui des différentes résolutions adoptées pour vos photos. Et je tiens également à démystifier avec vous ce succulent mystère des mégapixels. Alors c'est simple, ce fameux nombre qu'on trouve sur la plupart des appareils représente tout bonnement la quantité approximative maximale de pixels utilisables dans une photo. Bon, pas besoin de se casser la tête, il faut juste comprendre qu'un mégapixel représente environ 1 million de pixels par image. Alors par exemple, un appareil récent sur lequel il est marqué 14,1 mégapixels, comme ici, ça veut seulement dire qu'une image comportera au maximum dans le coin de 14 200 000 pixels. Mais là, pour ce qui est de l'interface de l'appareil, c'est souvent le nombre de mégapixels qui est marqué comme ici, mais parfois c'est aussi affiché sous la forme de dimension, par exemple 3000 par 4000 ou 1024 par 768. Puis avec plein de chiffres bâtards de même. Là. Toujours trouver ça bâtard, moi, des dimensions de même. Enfin, pour ce qui est de savoir quelle résolution utiliser, faut comprendre que les immenses quantités de pixels sont inutiles en majorité des cas. Eh oui, en effet, pour l'affichage d'une photo sur un écran de portable normal, seulement 3 mégapixels sont nécessaires. Un écran plus large, lui, aura besoin de 5 à 8 mégapixels seulement. Les grands nombres de mégapixels sont donc davantage pour la photo HD à 10 mégapixels ou pour l'affichage sur grand écran ou sur poster de 12 et 14 mégapixels. Bref, on voit donc que pour une photo en général, une résolution de 5 à 8 mégapixels bien suffisante. Donc il est aussi vrai que sur une photo, plus il y a de pixels, plus la photo sera de qualité, si on veut, et permettra un plus large choix de retouches. Mais comprenez quand même que sans la bonne technique, vous n'aboutirez pas à grand chose. Par contre, si vous voulez pouvoir faire entrer facilement une photo dans un email ou quoi comme ça, notez bien qu'une réduction à 3 ou 1 mégapixel est préférable pour qu'elle ne prenne pas trop de mémoire. Et voilà, maintenant vous savez globalement comment choisir une résolution pour vos photos. Et maintenant que c'est fait, on peut maintenant passer aux choses sérieuses. Eh bien d'abord, à la base, le secret, plus ou moins secret, d'une belle photo se résume en 2 points importants. En premier lieu, il est primordial que la photo soit correctement exposée et nette. Et pour ce faire, il suffit de considérer 3 facteurs, le diaphragme, communément appelé ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité du capteur.
Bref, lorsqu'on appuie sur le déclencheur, l'appareil laisse entrer un faisceau lumineux à travers un trou plus ou moins grand, donc l'ouverture. La lumière entre aussi pendant un temps donné, ce qui permet d'en accumuler plus ou moins ce qui est la vitesse d'obturation. Finalement, la surface qui la reçoit est plus ou moins sensible à la lumière, ce qui est traduit par la sensibilité, justement. C'est donc la combinaison de ces trois facteurs qui détermine l'exposition de l'image. Par contre, une mauvaise combinaison peut soit donner une surexposition s'il y a trop de lumière ou une sous-exposition s'il n'y en a pas assez, ce qui est dans les deux cas totalement indésirable. Enfin, pour désigner les ouvertures du diaphragme, on utilise les valeurs particulières du F suivies d'une valeur comme l'on voit ici. Pour faire simple, chaque valeur représente un niveau d'ouverture et pour chaque passage d'un niveau à un autre, l'ouverture augmente ou diminue de moitié. Et c'est très important de savoir que les petites valeurs représentent une grande ouverture et laissent entrer plus de lumière, tandis que les grandes valeurs ont une petite ouverture avec moins de lumière. C'est important de se souvenir de cette inversion-là. Je tiens aussi à préciser que les valeurs entre parenthèses sont généralement disponibles avec les appareils à grande lentille seulement, comme les bridges. En passant, quand je parlais que ça augmente ou ça diminue de moitié, fiez-vous pas aux chiffres. Là, on parle seulement de la taille de l'ouverture qui change. Lorsqu'on parle d'ouverture, on parle inévitablement de la profondeur de champ. En fait, il s'agit tout simplement de la zone de netteté autour du sujet, ou si vous voulez, la taille de la zone floue dans l'arrière-plan. Le principe de base est simple. Plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ ou la zone de netteté sera importante. A l'inverse, plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera réduite et l'arrière-plan sera plus flou. Voyez ici deux photos prises avec des ouvertures différentes et remarquez le changement. Il est aussi important de souligner que les appareils compacts ou moins bons ont un contrôle très limité sur la profondeur de champ à cause du plus petit diamètre de leur lentille et donc leur moins grand contrôle sur l'ouverture. Et maintenant, cette fameuse vitesse d'obturation. Bon, c'est en réalité plus une durée qu'une vitesse, mais bon, c'est un terme qui est rentré dans le langage courant. Ça permet de déterminer pendant le temps pendant lequel la lumière va pouvoir traverser le diaphragme. Bon, c'est exprimé en secondes ou en fractions de secondes. Généralement, les appareils modernes proposent des vitesses allant de 30 secondes à 1/4 millième de seconde, comme on voit ici. Encore une fois, la quantité de lumière double ou diminue de moitié à chaque valeur, et ce, logiquement, car une exposition de 2 secondes laisse entrer 2 fois plus de lumière qu'une exposition à 1 seconde. La vitesse d'obturation sert principalement à soit faire entrer plus de lumière, soit figer un mouvement, ou à l'inverse, créer un flou de mouvement, ce que nous verrons plus tard. Et là, pour ce qui est du lien qu'on a souvenir entre la vitesse et l'ouverture, c'est que les deux affectent la lumière qui entre, et si l'un est réduit, l'autre doit obligatoirement être remonté du même nombre de valeurs, ou vice-versa, afin de pouvoir garder la même quantité de lumière qui va entrer dans l'appareil. C'est ce qu'on appelle compenser l'exposition, et c'est très important pour ne pas rater sa photo. Et maintenant, ce qui est magique en photo numérique, c'est qu'on peut aussi modifier la sensibilité du capteur avec le paramètre de sensibilité ISO. Bon, encore là, c'est simple, plus la valeur du ISO est grande, plus la sensibilité sera aussi, et cela va mieux convenir en lumière faible. Cependant, le problème ici, c'est que la forte augmentation du paramètre ISO cause l'apparition de ce qu'on appelle le bruit optique, ou si vous voulez, le grain de l'image, parce que ça donne la photo un aspect granuleux. Comme vous pouvez le voir sur cette échelle qui montre un plan à différentes valeurs de ISO. C'est pas difficile à remarquer que ben c'est laid, hein? Alors je recommande fortement d'utiliser le moins possible les hautes valeurs de ISO, et de servir de d'autres facteurs pour ajouter de la lumière à la place. Ah, et c'est vrai, il est aussi possible d'augmenter un peu la résolution si vous voulez contrecarrer légèrement l'effet du grain. Les résultats peuvent être parfois surprenants. Ah, il existe aussi le paramètre IL ou EV selon la langue qui permet lui aussi de rendre sa photo plus claire ou plus sombre en modifiant la sensibilité du capteur. Mais bon, il est un peu simple à comprendre, alors je vous laisse vous débrouiller avec. Et voilà pour les trois principaux facteurs de l'exposition. Mais là, évidemment, il reste un des plus classiques des outils qui permet d'ajouter de la lumière, le flash. Bon là, c'est pas sorcier, mais son utilisation reste délicate parce que c'est pas autant aider que scraper une photo. En fait, il sert à pouvoir éclairer facilement un sujet ou une scène relativement proche de l'appareil, ou à déboucher les ombres lorsque la lumière ambiante est assez forte. Mais lorsque celle-ci est faible, le mode synchronisation lente permet d'exposer le fond, puis au dernier moment de flasher le sujet afin d'éviter un trop gros contraste. Ensuite, le mode atténuation des yeux rouges, lui, consiste à produire deux éclairs. Un pour réduire la pupille des sujets, et un autre qui éclaire le sujet pour la photo. Par contre, je conseillerais de ne pas oublier d'avertir le sujet, parce qu'il pourrait croire qu'après le premier flash, la photo est déjà prise, et puis bouger, ce qu'on veut pas. Bref, l'utilisation du flash d'appoint peut être très utile, mais je déconseille vraiment si vous voulez garder le maximum des vraies couleurs et de l'atmosphère de l'image. Ouais. Et là, enfin, laissons de côté la lumière pour une autre des fonctionnalités incontournables, le zoom. En fait, le zoom optique présente plusieurs avantages, surtout si c'est impossible pour vous de vous rapprocher physiquement du sujet.
Bon, parce que quand c'est possible, c'est quand même mieux de vous rapprocher. Toutefois, le zoom peut nuire car il empêche une grande ouverture et fait donc perdre la lumière. Ça ajoute du grain et on réduit un peu l'arrière-plan. Mais bon, c'est vraiment très grave. Là, ici, c'est un cas assez rare. Soit cette photo aussi. Et finalement, pour ce qui est du zoom numérique, bon, lui, il fait que renier les contours de la photo, ce qui la rend juste plus laide. Puis, c'est faisable par ordinateur. Bon, qu'à moins que vous utilisiez une résolution très élevée, ce qui rend l'effet moins pire. Mais bref, je conseille quand même d'éviter son utilisation le plus possible. Et finalement, le dernier de ces incontournables. La balance des blancs. En fait, ça a un lien direct avec ce qu'on appelle la température de couleur. Bon, vous avez sûrement déjà entendu parler des couleurs chaudes comme le rouge ou froides comme le bleu, ben là, ça joue justement rapport. Ce qu'il faut tourner avec ça, c'est que le phénomène se manifeste sur les photographies, mais notre œil, lui, compense naturellement pour la couleur dominante. Par exemple, lorsque vous lisez sous une lumière incandescente, les pages vous paraissent blanches, mais si vous prenez une photo, vous marquez la dominante jaune, ce qui provient de la température de couleur du type d'éclairage. Donc, en faisant la base des blancs, on restitue les vraies couleurs de la scène en faussant la perception des couleurs du capteur de l'appareil. Alors, on voit ici que ce que donne une correction de couleur selon plusieurs paramètres différents, et on voit bien que la différence n'est pas négligeable. Alors, il suffit de choisir la bonne option. Alors maintenant, en second lieu, parce que oui, tout ce qui était avant, c'était encore le premier lieu, il faut savoir optimiser la prise de vue de notre photo. Bon, d'abord, il faut comprendre qu'il n'existe pas de règles absolues et incontournables sur l'art de composer une photo. Mais ça sert surtout à rendre une photo plus vivante et agréable à regarder. Par exemple, on voit ici deux photos de sujets semblables, mais où la première est moins intéressante à cause de l'angle de prise de vue et la situation qui est un peu plus banale. Donc, dans le fond, il est conseillé de laisser libre cours à son sens artistique et d'utiliser des angles de prise de vue inattendus et originaux. Enfin, pour un impact maximal, il ne faut pas centrer le sujet, comme c'est la photo 1 ici, mais penser à utiliser une méthode appelée règle des tiers. Elle consiste en fait à diviser l'image en tiers, comme il s'est illustré ici, dans le style tic-tac-toe. Le principal en fait est de placer les éléments forts du sujet à l'intersection des lignes, comme ici avec ce gentil monsieur et cette merveilleuse tasse. Pour ce qui est de la prise d'un paysage, vous pouvez par contre placer les éléments plus rapprochés dans un des tiers que vous voulez, selon la partie que vous voulez mettre en évidence. Et voilà! Maintenant que les bases de l'exposition et de la composition vous sont acquises, enfin j'espère, voyons maintenant quelques situations plus ou moins problématiques qu'un photographe doit couramment faire face et comment y remédier du mieux possible. D'abord, voyons la plus désagréable, la lumière faible. Prendre une belle photo en lumière faible peut être très complexe, mais à la base, pour s'en sortir, il suffit d'utiliser tous les moyens possibles pour ajouter de la lumière, mais en évitant le plus possible les grandes valeurs de ISO et le flash trop près du sujet, comme vous voyez ici. Pour les sujets mobiles, exposer longtemps, c'est souvent la clé. Par exemple, pour une grande salle comme ça. Mais lorsque le sujet bouge, je dois malheureusement avouer qu'avec un appareil de moyenne gamme, c'est souvent voué à l'échec faute de possibilités de réglage rocambolesques. Ensuite, la photo de sujet en mouvement est une autre situation qui est difficile de passer à côté. En fait, à ce niveau-là, on a deux choix. Soit figer le mouvement ou soit créer un flou de mouvement. Dans le premier cas, il est évidemment préférable de choisir une vitesse d'observation très rapide de 1/60e de seconde en montant. Mais n'oubliez pas de compenser l'exposition. Pour le second cas, par contre, il faut prendre une vitesse juste un peu plus lente, comme le cas ici, mais si le sujet est quelque chose comme une voiture ou un coureur en action ou un skieur, pour que la photo soit pas tout simplement floue, on utilise la technique du sujet filé, qui consiste à suivre le sujet avec la caméra lorsqu'on prend la photo, et pour que seulement le contour du sujet soit flou, créer une impression de mouvement. Un autre truc que je conseille aussi, particulièrement pour une photo de sport, c'est d'utiliser le mode rafale ou continu afin d'avoir plus de prise du sujet et d'augmenter les chances d'avoir une belle photo dans le tas. Il arrive aussi souvent quand on prend un sujet de très petite taille et qui a des détails subtils, alors là le mode macro vient nous permettre de photographier de très près. Et là il reste seulement à choisir une vitesse rapide, une grande ouverture de préférence, ne jamais zoomer, s'armer de patience et être vif si le sujet a tendance à bouger, et utiliser une prise de vue originale qui rendra la photo merveilleuse. Le but étant de faire sortir les détails qui échappent généralement à tout le monde. Et finalement, notre dernière situation est nulle autre que le contre-jour, un phénomène qui se produit quand le sujet est devant une importante source de lumière, ce qui l'assombrit considérablement. Hormis le fait qu'on peut se servir du contre-jour pour créer de belles ombres chinoises comme ceci, les principaux moyens pour le compenser sont de modifier l'exposition ou d'utiliser un flash d'appoint, ou les deux. Mais pour le flash d'appoint, je conseille que la source de lumière extérieure soit blanche pour ne pas avoir un trop gros contraste encore une fois. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir pris de votre précieux temps pour l'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que c'est pas parfait, mais bon, c'est la première fois que je fais ça. Donc je pense m'être bien débrouillé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les commenter. Et pour ceux qui savent de quoi je parle, il serait gentil de prendre une minute de plus pour répondre à un petit questionnaire pour mon pépé que j'ai soigneusement laissé sur mon Facebook et dans la légende de cette vidéo. Alors merci d'avance.
Enfin bref, merci pour l'écoute encore et j'espère tous vous revoir dans un 5 à 7 un de ces 4. Ou pas.